Qu'est-ce qu'on lit? Je ne sais pas, car j'ai décidé de ne faire que des vidéos sur autre chose que des livres. Savez-vous ce que tous les prix littéraires français ont en commun? Il s'agit de vastes fumisteries qui permettent à des éléphants satisfaits d'eux-mêmes d'entretenir leur propre petit monde littéraire, tout fiers d'eux, et qui sont tellement solidement enracinés qu'ils se gangrènent de l'intérieur sans jamais voir le problème qu'ils posent. Et les prix littéraires sont un moment fort pour les éditeurs, les auteurs bien sûr, mais aussi les lecteurs. Le livre le plus acheté en France est le prix Goncourt. Être prix Goncourt, prix Renaudot, prix Femina, comme un prix Nobel, c'est perçu comme une légitimité, une mesure de la valeur d'une œuvre censément reconnue qui fait foi pour nous, lecteurs, pour nous, acheteurs, qui aiguille notre choix, stimule notre curiosité et accrédite une œuvre. En France, où la littérature, la culture globalement sont extrêmement valorisées socialement et culturellement, de très nombreux prix existent. Mais vraiment, vraiment beaucoup. En 2000, une étude liste pas moins de 1322 prix pour la langue française seule. Rien que l'Académie française, sur son site, annonce avoir 58 prix. 58 prix, c'est énorme pour une institution dont la remise des prix n'était pas l'ambition originelle. Parmi les prix littéraires en France, les plus importants sont le prix Goncourt, le prix Renaudot, le prix Femina, le prix Interallié et le Grand Prix du roman de l'Académie française. Et derrière la sanctification, la reconnaissance de la valeur littéraire d'une œuvre, se cache une réalité derrière ces prix qui n'est pas très reluisante et qui est même très problématique. C'est de ça dont je voudrais vous parler aujourd'hui, en plusieurs étapes. Il était une fois l'histoire, non pas l'histoire parce que bon, ça n'a que peu d'importance, mais il était une fois la vérité des prix littéraires. La rentrée littéraire ou comment préparer nos porte-monnaies à l'achat des prix littéraires. Tous les ans, lorsque les vacances, les grosses chaleurs, les rentrées scolaires qui approchent ont été traitées dans le cycle éternel et répétitif des actualités journalistiques, heureusement, reste un sujet qui ne manque jamais, la rentrée littéraire. Et oui, les chères têtes blondes ne sont pas les seules à reprendre les chemins des bancs. Les livres aussi, sauf que, plutôt que d'aller sur les bancs, ils arrivent dans les librairies et se préparent à être échangés contre un moyen pécule. Notre argent. La rentrée littéraire, en vérité, est un non-événement. C'est un moment de collusion, créé de toutes pièces par les éditeurs et relayé par les médias. Car d'innombrables ouvrages sortent en même temps, environ au moins 500-600 en moyenne par rentrée. C'est énorme et mettez-vous du point de vue des libraires qui ne peuvent absolument pas suivre, lire ces livres et donc qui sont limités dans leur rôle de conseil. Ça ne veut pas dire évidemment que d'autres ouvrages ne sont pas publiés le reste de l'année. Mais ici, c'est l'effet d'annonce qui prime. Les livres attendus, d'auteurs et d'autrices bien installés, qui vont être publiés à cette occasion. Car c'est le but principal de la rentrée littéraire, avoir un moment où on va faire mousser des auteurs bien installés. Et dans cette masse, d'autres auteurs un peu moins connus vont pouvoir être mis en avant. Mais en réalité, la place médiatique est exclusivement réservée à ceux qui sont déjà installés, déjà connus, qui font déjà du chiffre. Ce n'est pas la rentrée des auteurs et des autrices, c'est celle d'un petit monde bien connu, bien identifié, qui se connaît. Et les éditeurs le savent, et comme aux courses, ils misent sur leur poulain. Car la rentrée littéraire est l'occasion de préparer les prix mentionnés, Renaudot, Goncourt, etc., qui sont décernés en général en novembre. Des listes présélectionnées sont envoyées aux journalistes, aux jurés, parce que oui, avec 600 livres, impossible que les jurés des prix les lisent tous. Donc les services de presse des éditeurs mettent en avant les poulains gagnants et pourquoi. Ça ne veut pas dire que les jurés ne regardent que parmi ces listes. Évidemment que non, ils ont des amis, qui ont aussi des amis, qui ont aussi des amis. Lors de la rentrée littéraire de septembre 2014, 607 livres sont sortis. C'est moins bien que la moyenne de 2005 à 2012 qui porte le chiffre à 676. En septembre 2012, 646 ouvrages de fiction étaient publiés. En janvier 2013, 525 autres ouvrages s'y ajoutaient. Les rentrées littéraires de septembre 2011 et 2010 comptaient respectivement 654 et 711 nouveaux ouvrages. Tout cela est quadrillé chronologiquement.
l'annonce de la rentrée littéraire qui met cette idée dans la tête de tous les lecteurs et acheteurs potentiels dès le mois d'août ou de septembre. Ensuite, les annonces des livres compétiteurs, les livres qui sont sur liste, qui permet aux journalistes d'écrire leur papier, aux gens de découvrir quels sont les livres pressentis, jusqu'à la grande révélation, consécration, qui permet de rajouter les petits bandeaux rouges sur les livres. Des bandeaux rouges qui resteront ad vitam aeternam sur un livre, car une fois qu'un livre est consacré, il a ce bandeau pour toute la vie. Parce qu'une fois qu'une œuvre est sacrée, il ne peut pas y avoir de dépréciation de sa valeur, n'est-ce pas? Et ces prix-là sont générateurs de vente immédiate, car toute cette médiatisation du livre, de l'auteur, génère de la curiosité. Mais là où les petits bandeaux rouges importent, c'est surtout lors des fêtes de fin d'année. Vous devez acheter des livres, vous savez que quelqu'un de votre famille aime bien lire, c'est un choix facile. Les prix sont décernés en novembre pour laisser le temps de faire les bandeaux et de pousser les ventes en vue des fêtes de fin d'année. La rentrée littéraire est stratégique pour ce marketing orienté sur les prix. Pour le dire un peu crûment, on s'en fout que vous aimiez le livre ou pas, tant que vous l'achetez. Car les prix eux-mêmes peuvent être vécus comme une malédiction pour leurs auteurs, de leur vivant. Mais on y reviendra. Les prix littéraires eux-mêmes sont un marché auto-entretenu d'un soi-disant prestige. La plupart des prix littéraires sont créés à l'initiative d'une disposition testamentaire. En général, un homme de lettres, un amoureux de la littérature ou un artiste lui-même souhaite que son héritage soit investi et que l'argent finance un fonds pour gérer le prix et donner une récompense financière. Le prix Femina, lui, a été créé en réaction au prix Goncourt face à la misogynie de ses choix année après année. Le prix Renaudot a été créé en attente de l'annonce du prix Goncourt et le prix Interallié en attente de l'annonce du prix Goncourt et du prix Renaudot, il me semble. Bon, en tout cas, si les fonds sont massivement des fonds privés, j'imagine que c'est le privilège de gens très très riches, d'autres financements entrent dans la balance. Par exemple, le prix Goncourt bénéficie d'une dotation d'un financement de 20 000 € par an du Comité national du livre. Tous les prix que j'ai mentionnés, hormis le prix féminin, ont un jury d'environ 9 à 12 membres, qui sont nommés à vie. À vie. Être nommé à vie, c'est loin d'être une pratique saine. En politique, on appelle ça une dictature, pour rappel. Et ne me dites pas que c'est pas la même chose, parce que c'est exactement la même chose. Cette manière de fonctionner n'est pas la norme. Si vous prenez le Booker Prize, le prix le plus prestigieux anglo-saxon, la composition du jury change chaque année pour garantir l'intégrité et éviter les conflits d'intérêts. Le processus de sélection du jury se fait en 2 étapes. D'abord, un comité consultatif est formé avec un auteur, 2 éditeurs littéraires, un agent littéraire, un libraire, un bibliothécaire et un président. Ce comité va déterminer quelle sera la composition du jury pour cette année-là. Et cette composition change chaque année, même s'il est possible qu'un ancien membre soit choisi une 2e fois. Les membres de ces prix sont choisis parmi les critiques littéraires réputés, les professeurs d'université, des écrivains, des intellectuels, en tout cas, des personnalités qui sont connues pour accréditer le prestige du prix. Et pourquoi la composition, l'entre-soi, l'endogamie crasse des prix littéraires français a fait la une des journaux récemment? Drumrolls. Vous l'aurez deviné, à cause d'un scandale, notre cher Gabriel Matzneff, dont j'ai déjà parlé dans ma vidéo sur Stéphane Marsan. Eh bien, en tout cas, il a fallu que l'auteur, donc Gabriel Matzneff, décroche le prix Renaudot de l'essai en 2013, alors qu'il sombrait à juste titre dans l'oubli littéraire. Et suite à la remise de ce prix, Vanessa Springora, dont elle a été la victime, elle a eu le déclic pour écrire Le Consentement, ce livre où elle met en lumière la complaisance horrible du milieu littéraire envers un homme de 50 ans qui entretient une relation avec une fille de 14 ans. Et qui en plus a le bon goût de baser tous ses livres sur ses aventures sexuelles avec des jeunes garçons et des jeunes filles. Et Matzneff a 2 très bons amis dans le jury du prix Renaudot, en les personnes de Frédéric Beigbeder et Christian Giudicelli. Ce dernier étant non seulement un mauvais écrivain, mais qui a voyagé en plus avec Matzneff, donc je vous laisse comprendre ce que ça veut dire du personnage. Le jury du Renaudot comprenait son puissant éditeur et plusieurs de ses amis. On se disait, il n'a plus un rond, il est malade, ça va lui remonter le moral, explique Frédéric Beigbeder, ami proche de Matzneff et membre du jury Renaudot depuis 2011.
Également membre du jury, Frédéric Beigbeder avait reconnu que l'attribution de ce prix avait été maladroite. Entre guillemets. Ce n'était en aucun cas la consécration d'un monstre pédophile, estimait celui qui disait en 2019 vouloir rester ami avec Gabriel Matzneff, tout en le jugeant indéfendable. Visé par une enquête pour viol sur mineur, Gabriel Matzneff sera jugé en septembre 2021 pour apologie de pédophilie. Est-ce qu'on peut prendre un moment pour quand même revenir sur le fait que Beigbeder, en sa toute conscience, va rester ami avec un pédophile et qu'il considère que le prix est seulement maladroit? Ce monde me fatigue. Ce scandale de l'entre-soi du milieu littéraire qui se regarde un peu trop le nombril et qui choisit qui en est et qui n'en est pas, a choqué nos amis anglo-saxons. Et il a fallu que le New York Times en parle pour que la presse française en parle. C'est déprimant. Les conflits d'intérêts dans ces jurys sont tellement nombreux qu'on ne pourrait même pas tous les citer. Beaucoup de jurés sont eux-mêmes salariés d'une maison d'édition, certains ne votent que pour les livres de leur maison d'édition ou les livres qu'ils ont eux-mêmes édités. Et en fait, rien n'empêcherait même un juré de voter pour son propre livre. C'est absolument aberrant. Et les jurés vont vous dire qu'ils s'investissent, que ces prix leur prennent beaucoup de temps. Pour le Goncourt, ils ont une réunion tous les mois. Au restaurant de Rouen, évidemment. Alors, ok, ils ne sont pas rémunérés, mais tous les repas sont payés. Et on ne doit pas parler de petits repas. À mon avis, pour avoir regardé les prix du restaurant de Rouen, on doit tourner autour de 40 000 € de frais de bouche, comme on appelle tous ces repas mensuels et la remise des prix pour le prix Goncourt. Je n'ai pas de preuves formelles, j'ai fait une estimation à la louche basée sur le nombre de membres du jury, mais on est, à mon avis, au-delà des 20 000 € qui sont financés par le Comité national du livre. Et donc la question se pose, est-ce que l'argent devrait contribuer à payer des repas dans des restaurants fancy? Je connais une très bonne brasserie à côté de chez moi où ils en auraient pour beaucoup moins cher. Tout en sachant que cet argent direct ou indirect dont bénéficient les membres du jury, eh bien, ne va pas systématiquement aux candidats. Au lauréat, pardon. Par exemple, pour le Goncourt, le lauréat a 10 € symboliques. Pour le Renaudot, ils n'ont rien du tout. Mais derrière, c'est l'assurance du bandeau rouge, de la visibilité, de la mise en avant qui assure un certain nombre de ventes. J'avais parlé de ce bandeau rouge avec ironie dans ma vidéo où je vous parle de l'anomalie de Le Tellier, sans savoir à quel point je disais la vérité. La promesse de ces prix est de faire vendre, ou de continuer à s'assurer de se faire éditer pour ceux qui sont en manque de visibilité dans la sphère littéraire, et aussi de justifier sa propre appartenance à cette élite autoproclamée, heureuse d'elle-même, qui veut avant tout distinguer ses amis. Mais les quinquagénaires, je dirais presque qu'ils sont irrécupérables. Ils sont trop confortablement et douillettement installés dans leurs prérogatives pour en sortir et pour dire « Allez, arrêtons de faire les idiots, on est ridicule, presque indécent ». Citation d'Anne-Marie Gara dans l'article France Culture. Ces jurés sont véritablement les royaumes de l'homme blanc quinquagénaire, au moins. L'Académie Goncourt a 3 femmes sur 10 hommes. L'âge moyen est de 70,4 ans, très précisément. Aucune personne non blanche. Le prix féminin, lui, n'a que des femmes et a une moyenne d'âge de 73,8 ans, avec une personne non blanche. Le prix Renaudot, mon prix préféré, a 33% de femmes, on en parlera plus tard, et une moyenne d'âge de 66,4 ans. Le prix de l'Académie française, c'est un jury tournant parmi les membres de l'Académie française, donc ça reste majoritairement des hommes vieux. Voilà, mais j'ai pas fait les statistiques parce que je ne sais pas quels ont été les derniers membres du dernier prix. Et si on peut se dire que le prix Femina vient contrebalancer tout cela avec son jury entièrement féminin, la constitution de ce jury met en lumière une autre dimension qui est aussi présente dans les autres, bien sûr, mais qui m'a frappée chez eux. La classe sociale. La littérature, les lettres, sont encore beaucoup trop systématiquement, l'apanage de l'ancienne noblesse, de la haute bourgeoisie. Combien, parmi les décideurs de ces prix, sont issus d'une classe populaire? Combien sont nés avec un capital culturel proche de la classe ouvrière? Évidemment, ce n'est pas spécifique à ces prix, mais l'exclusivité de ces classes sociales élevées ont ici un moyen,
une sphère commune de visibilité littéraire, même pas discrète, pour s'auto-entretenir et s'auto-valoriser entre eux. We are pissed. Joyeuse corruption entre amis. Joyeuse corruption entre amis. Déjà, si vous êtes juré à vie, vous-même écrivain, critique littéraire, salarié dans une maison d'édition, évidemment, vous aurez un conflit d'intérêts à un moment ou à un autre. C'est inévitable. Et ça ne date pas d'hier, car déjà en 1951, Julien Gracq refusait le prix Goncourt attribué à son roman Le Rivage des Syrtes pour cette raison. Il entendait ainsi dénoncer les compromissions commerciales du monde littéraire. Et c'est à se demander si les jurés avaient vraiment bien compris qui était Julien Gracq, parce que dans son livre qui datait de l'année précédente, La littérature à l'estomac, il s'alarmait contre l'industrialisation du livre, contre la médiatisation de l'écrivain, de la personne, la surproduction littéraire et la course au prix. Dans sa droite lignée, la seule autre personne à avoir refusé le prix Goncourt est l'écrivain Joseph Andras, auteur de Nos frères blessés. Il refuse pour le prix du premier roman, au motif qu'il n'approuve pas l'institutionnalisation de l'écriture et l'idée même de compétition. Et pourquoi il s'agit vraiment d'un système de corruption masqué sous des dessous de culture et de littérature, car les retombées de ces prix ne sont pas anodines du tout. Suite à l'attribution du prix Goncourt, le gain estimé pour l'éditeur serait évalué à au moins 3 millions d'euros dans les 8 semaines suivant l'obtention du prix. Tout ce copinage, tout cet entre-soi n'est pas un truc comme ça. C'est grave, car en ne sachant pas tout cela, on attribue de facto une forme de mérite littéraire aux œuvres sélectionnées. Mais ces conflits d'intérêts semblent ne choquer personne, comme il est écrit dans l'article du New York Times. Il arrive que des jurés choisissent les lauréats parmi leurs amis, se fassent les champions du travail d'un collègue, ou même soutiennent celui d'un partenaire amoureux. Se moquant de toute idée de changement, M. Beigbeder y voit un désir de pureté et de perfection venu des États-Unis. Mais en réalité, les appels à des réformes se multiplient aussi en France. Et ce qui est magnifique, ironiquement magnifique, ce sont en fait le système d'autocongratulation entre les prix eux-mêmes. Preuve en est avec le lauréat du prix Goncourt de 2019, Jean-Paul Dubois, et celui du Renaudot 2019, Sylvain Tesson, qui est juré du prix Interallié. Sans compter le Renaudot de l'essai, remis à Éric Neuhoff, qui est aussi jury du prix Interallié. Donc, même si au sein de votre propre juré, vous n'avez pas un prix, vous pouvez compter sur vos amis d'autres jurés pour vous en attribuer un. Super! Et évidemment, au-delà du copinage entre les écrivains eux-mêmes, tout cela est plus ou moins assumé avec les éditeurs directement ou indirectement. Le quotidien Libération a qualifié en 1998 ce prix littéraire de prix intergracé, polémique relancée en 2009 par l'hebdomadaire L'Express. Les éditions Grasset sont en effet largement représentées dans le palmarès du prix. Près de la moitié des romans primés appartiennent à cette maison d'édition depuis la fondation du prix, suivie par les éditions Gallimard. Les auteurs Grasset ont surtout été particulièrement primés dans les années 1960 aux années 1980. Si on regarde, j'avais fait un petit truc. Prenons le prix Renaudot. Les 4 premiers éditeurs, Gallimard, Grasset, Seuil, De Noël, cumulent à eux seuls, avec leurs 57 prix reçus pour des livres de leur maison, 60% des lauréats. Si on passe cette barre à 7 éditeurs, donc tous ceux qui ont reçu, jusqu'à la table ronde, qui ont reçu au minimum 3 prix, ça passe à 73,6%. Donc presque les 3/4. Les petites maisons d'édition n'ont aucune chance. Et c'est terrible car outre le fait que cela entretient l'omerta de toute cette clique, c'est le trio éditeur, journaliste, écrivain qui en bénéficie. On vote pour l'éditeur qu'on connaît parce que, en dehors de toute histoire de copinage ou de pression des éditeurs, en général, on connaît très bien les livres de son éditeur. Explique Louis Gardel, écrivain, membre du Renaudot depuis 1986 et éditeur de longue date siégeant au comité de lecture du Seuil. Surtout, n'hésitez même pas à essayer d'avoir honte, à essayer de vous remettre en question. Vraiment, non. Tout ce petit monde s'entretient, se renvoie l'ascenseur, faisant fi de la moindre once d'éthique professionnelle et créatrice. Et nous, on ne le sait pas. Alors on se dit que c'est normal, s'ils sont jurés, c'est pour une bonne raison. Est-ce que nous sommes collectivement de grands naïfs, de profonds stupides, ou les deux à la fois? Comment est-ce qu'on peut se laisser berner depuis si longtemps?
Et ce n'est même pas moi qui le dis. Je me dis, comment c'est possible que cela se perpétue comme ça, et surtout que le public marche complètement? Avoue Jean-Marie Laclavetine, un éditeur important chez Gallimard. Je me pose la même question, Jean-Marie, je me pose la même question. Aux appels à se réinventer, rien n'a été fait. Rien. Enfin, si, quelques broutilles. Par exemple, pour le prix Goncourt, qui est le seul à avoir véritablement fait semblant de faire des choses et fait des choses, la moyenne d'âge pour un membre du jury est fixée à 80 ans. Mais en sachant que si vous dépassez les 80 ans, vous pouvez être toujours membre d'honneur. Donc, c'est-à-dire, j'imagine, continuer à influer sur les choix. Et ce n'est pas une mesure qui s'applique rétroactivement, parce qu'il ne faudrait pas trop blesser l'ego des personnes vieilles qui sont dans votre jury. Ils ont aussi dit qu'on ne pouvait plus être salarié d'une maison d'édition pour être juré du prix Goncourt. Donc c'est quand même une avancée. Bravo de faire le strict minimum, le prix Goncourt, bravo. Le seul qu'on peut saluer à mon sens dans toute cette affaire pour sa prise de position est Jérôme Garcin. Jérôme Garcin était membre du jury du prix Renaudot. Il avait voté contre le choix de Matzneff au prix de l'essai en 2013 et suite à l'affaire Matzneff, il a démissionné du jury du prix Renaudot pour les bonnes raisons. Il est le seul à l'avoir fait. Dénonçant également les vices de forme du Renaudot, notamment la recherche des coûts au détriment de la littérature, Jérôme Garcin, membre du jury depuis 2011, fustige l'aberrante constitution d'un jury à 90% masculin. Et j'ose déjà espérer que ma place sera occupée par une femme. Jérôme Garcin explique qu'il espérait que son départ déclencherait une démission de tout le jury qui pourra repartir sur de nouvelles fondations. Je me disais, au moins dans notre jury, ça va provoquer une prise de conscience, des débats, une remise en question. Et puis rien ne s'est passé. Et le pire, ce n'est pas juste qu'il ne s'est rien passé, c'est que les autres membres du jury ont pleurniché en disant « Ouin, les gens s'en prennent au prix du Renaudot parce qu'on a donné un prix à Matzneff, mais le Renaudot c'est bien plus que ça, sniff sniff, plaignez-nous. » Alors qu'on soit clair, vous avez donné le prix en 2013 à un pédophile notoire qui écrivait sur ses amours avec des jeunes filles et des jeunes garçons, et vous avez l'audace de vous plaindre, vous avez l'audace de dire que vraiment les gens sont méchants avec vous. Vous n'avez rien changé au règlement, vous n'avez pas démissionné, vous n'avez rien changé. Je trouve même qu'on n'en a pas fait assez. Vraiment. Aujourd'hui, les 6 jurés sur les 9 actuels qui ont accepté de répondre au New York Times promettent de remplacer Jérôme Garcin par une femme. Ça a été fait. Mais aucun n'évoque le moindre projet de réforme poussé. L'affaire Matzneff n'a suscité aucun débat en interne, disent-ils. Certains sont même catégoriques. Franchement, je trouve que non, on n'a pas à faire de réforme, indique Jean-Noël Pancrazy, membre du jury du Renaudot depuis 1999. Ça fonctionne bien comme ça. Et la palme de la prise de parole est attribuée, franchement, entre Pancrazy, Becbédé et l'autre Guidicelli, mon cœur balance. Le prix Renaudot est une mafia. C'est le pire prix qui existe. Le pire. Parce que être membre d'un jury permet aux écrivains, aux membres, c'est pas que des écrivains, dont les œuvres sont moribondes, de continuer à exister socialement, de une, et de deux, de se faire éditer, de continuer à se faire éditer. Le fameux Guidicelli, celui qui racontait ses voyages avec le fameux Matzneff, ne l'oublions pas, depuis des années, soutient avec ferveur les ouvrages écrits par des amis ou publiés par Gallimard, la maison d'édition historique où lui-même est éditeur. Cette même maison publie aussi ses propres livres qui peinent à la vente. Les Spectres Joyeux, en 2019, ne s'est vendu qu'à 180 exemplaires. 180 exemplaires. Quand on est édité par Gallimard, c'est nul. C'est évident que si on le publie, c'est parce qu'il est membre d'un jury. Sinon, pourquoi on publierait Tristan Guidicelli plus qu'un autre ? S'interroge Raphaël Saurin, l'ancien éditeur de Michel Houellebecq. Les écrits de M. Guidicelli sont médiocres. Et en plus, cet homme horripilant, pensez-vous bien, qu'il ne se cache absolument pas. Il estime être entièrement dans ses droits. Il arrive à Christian Guidicelli de dire « C'est un livre que j'édite, mais il est très bien et je le défends », souligne Dominique Bonin, la seule femme du jury, Renaudot, et une membre de l'Académie française. Il le dit souvent. Il disposait alors du ferme soutien d'un autre membre du Renaudot, Patrick Besson, lequel, il se trouve, était le compagnon de l'auteur Anne-Sophie Stefanini. Je voulais quel est le prix, confirme M. Besson, qui est aujourd'hui marié à Madame Stefanini. Je ne voyais pas où était le conflit d'intérêts. Alors, Monsieur Besson, on prend ses lunettes, on prend un petit truc pour nettoyer,
et on remet ses lunettes. Je ne voyais pas où est le conflit d'intérêt à donner le prix à ma compagne, qui est devenue ma femme. Est-ce que c'est une blague? Et quand ce ne sont pas des livres ou des ventes qui rentrent directement dans la balance, ce sont d'autres avantages qui sont promus aux membres des jurys. Par exemple, la promesse d'écriture d'une préface qui va se vendre, se monnayer à 15 000 ou 20 000 euros. 15 000 ou 20 000 euros. Pour les jurés qui ne seraient pas leurs salariés, les maisons d'édition trouvent d'autres moyens d'obtenir leur voix, d'après plusieurs jurés, auteurs et éditeurs. Il s'agit par exemple d'un avaloir sur un prochain livre ou de la commande d'une préface rémunérée. En France, ça peut être 15 000 euros, 20 000 euros, affirme Madame Dariussec au sujet de ces avaloirs. Mais pour ces 20 000 euros, ils seront loyaux, fidèles, ce qui sont les jolis mots pour dire corrompus. Corruption. Voilà. Je pense qu'il est l'heure de couper ce bras gangréné, parce que là, on ne peut plus rien faire. Comme dirait ma chère maman, foutons tout ça à l'ours. En somme, ces prix sont immobiles et déconnectés de la réalité. Déjà, par leur absence totale de diversité. Ces prix sont la mainmise d'un petit monde. Et ce petit monde, outre le fait qu'il me fatigue immensément, trouve le moyen de se féliciter, de s'applaudir dès qu'une femme est récompensée, dès qu'un auteur ou une autrice non blanche est récompensé. Quand vous déroulez les listes des lauréats de ces différents prix sur Wikipédia, vous avez même une petite note, une catégorie commentaire qui vous dit « Premier lauréat haïtien »,« Premier lauréat congolais ». Mais regardez bien la liste de plus près. Il n'y en a pas eu de deuxième. La part des lauréats non blancs est minime, elle est ridicule. Et comment voulez-vous avancer l'argument « C'est aux livres de se distinguer par leurs qualités intrinsèques » quand ces livres sont avant tout poussés par les maisons d'édition, par les amis d'amis, et donc favorisent l'homme blanc moyen, ce que montrent les résultats des prix. Il n'y a aucune diversité ou une diversité de façade. Les femmes sont encore une fois au bas du classement, même si elles s'en sortent mieux que les confrères et consoeurs non blanches. Parmi les grands prix littéraires, il n'y en a pas un qui récompense à égalité les femmes et les hommes. Le Goncourt a couronné 9,5% de femmes depuis sa création en 1904. L'Interallié, 9%. Le Renaudot, 17%. Et ces chiffres, plus qu'inégalitaires, ne choquent pas grand monde. Le prix féminin n'est pas un prix réservé aux femmes. Ils ont à peu près un pourcentage de l'ordre de 30-35% de femmes lauréates. Ce qui correspond en fait au pourcentage de femmes éditées, dont les livres sont édités. Il y a déjà une inégalité de base, un filtre qui fait que les femmes sont beaucoup moins éditées que les hommes. Et la dernière chose qui me choque à ce sujet, dans cet immobilisme un peu crasse et rétrograde, c'est que les livres jeunesse ne sont jamais même considérés. Ni la fantaisie, ni aucun autre genre que la fiction traditionnelle depuis Balzac, si j'ose dire. Même la nouvelle n'est pas récompensée ou seulement anecdotiquement. Et tout cela contribue à un silotage des genres, à la création et à l'entretien d'une échelle mentale collective de la valeur des genres pour distinguer la vraie littérature du reste, comme on séparait le bon grain de l'ivraie. Heureusement, tous les genres que j'ai mentionnés ont créé leurs propres prix, leurs propres conditions d'existence, et ils ont bien raison de laisser ces moribonds pousser leur dernier souffle entre eux. Car la mort de ces prix est annoncée. Ils ne veulent pas renouveler leur jury, ni leur manière de voir et de faire de la littérature. Il y a un fossé irréconciliable qui se creuse de plus en plus entre les lecteurs, surtout avec les générations qui arrivent et qui se font déjà moquer et mépriser pour aimer les mangas. Cette réflexion sur les genres et leur représentativité m'amène à une autre réflexion. Est-ce que ces prix contribuent à la valeur d'une œuvre ? Alors, la valeur pécuniaire, c'est sûr. Ces prix se veulent et s'auto-promeuvent comme un marketing gratuit qui se monnaie, les 3 millions de retombées pour l'éditeur, ok. Sauf qu'encore une fois, c'est un business d'initié. Quand nous croyons que c'est l'œuvre ou l'auteur qui est reconnu, conseillé, nous nous trompons, ou plutôt, nous sommes trompés. Alors les prix littéraires ne sont-ils vraiment que des machines à cash ou à oubli pour les écrivains ? C'est pas aussi simple parce que déjà, seuls les 5 plus grands prix, ceux que j'ai mentionnés, ont un impact direct sur les ventes de livres. C'est anecdotique
pour les 1000 autres prix existants, mais ça ne veut pas dire que l'impact de ces prix soit moindre pour les écrivains, car de nombreux prix viennent avec des dotations financières qui aident les écrivains, qui sont, je le rappelle, très très peu, à parvenir à vivre décemment de leur plume en France. Donc l'argument des ventes ne suffit pas, parce que il y a quelque chose que j'ai remarqué et que je n'ai vu nulle part. Ces prix sont terriblement snobs sur une certaine idée de la littérature au sein même de la catégorie fiction. Le fait d'écarter systématiquement tout ce qui va être BD, roman graphique, littérature jeunesse, fantasy, policier, comme si c'était une évidence, le livre de l'année ne peut être qu'un livre de fiction traditionnel, qui sera presque systématiquement écrit par un homme blanc. Et il est snob car il ne récompense pas vraiment les livres lus par les Français. Tenez-vous bien, Guillaume Musso n'a jamais reçu le moindre prix. Évidemment, ces prix littéraires ne sont pas des concours de popularité, ils ne sanctifient pas le nombre de ventes. Mais écoutez-moi bien, il n'est pas considéré car le même afro-snobisme s'applique à lui et aux écrivains grand public, qu'on va considérer comme grand public, comme populaire. Alors déjà, l'écriture de Musso a énormément évolué. Et en plus, cet homme, cet écrivain, a une maîtrise remarquable de la narration. Je pense vraiment que s'il lançait son école d'écriture, il faudrait y aller, parce que c'est pas tant le style qu'on va apprendre, on va le travailler, mais ce sont tous les rouages qui font qu'un livre est bien, qu'il est prenant et qu'on soit vraiment dans l'histoire, qu'il entraîne le lecteur. Et Musso le fait, mais magnifiquement bien. Et peu importe que vous qui regardez cette vidéo lisiez Musso ou pas, peu importe ce que vous pensez personnellement de Musso, moi jamais vous ne m'entendrez critiquer impunément des livres parce qu'ils sont populaires ou qu'ils sont considérés comme une certaine catégorie de la littérature. Le fait que des écrivains comme Musso n'aient jamais eu de prix illustre vraiment encore une fois ce snobisme et cette fracture entre les jurés et l'autre partie de la France, c'est-à-dire tout le monde en fait, tous les vrais lecteurs. Enfin, tous les lecteurs, pas des faux lecteurs, mais je pense que vous avez compris mon idée. Les prix, les institutions qui les décernent, les jurés qui choisissent, les journalistes qui relaient la parole des lauréats, nous forcent à voir la littérature à travers leur prisme, à travers ce qu'ils considèrent être de la littérature et ce qui n'en est pas. La valeur d'un livre n'est jamais ni sa valeur marchande, ni le nombre de prix qu'il reçoit, de même que celle d'un écrivain. Ce qui assoit la notoriété d'un prix, et j'en ai déjà parlé dans ma vidéo sur le prix Nobel, est celle de l'écrivain ou de l'ouvrage. D'où le fait que de nombreux écrivains témoignent du handicap qu'ils ont vécu, car ce prix a fait date dans leur histoire, dans leur carrière littéraire, et tant de lauréats sont aussi sombrés dans l'oubli le plus total. Ont sombré, pas sont sombrés. Et après, on va fustiger les prix en disant « Oui, mais regardez, ils sont passés à côté d'Apollinaire, à côté de Colette, à côté de X, de Y, etc. » Mais non, car les écrivains et les écrivaines, leurs œuvres, n'ont pas besoin des prix pour survivre au temps. Ce sont les lecteurs qui, touchés par leurs œuvres, continuent à les lire et à les faire vivre. Et évidemment, il y a d'autres variables qui rentrent en jeu pour qu'un livre devienne un classique. Mais ce qui est sûr, c'est que les prix n'en sont pas un. Au contraire, ce sont les prix et les institutions qui les décernent qui bénéficient, eux, en revanche, de la notoriété des quelques auteurs élus qui traversent les décennies et parfois les siècles qu'ils ont récompensés d'un prix. D'où le fait que derrière ce marché du prestige faussement entretenu se cache un cadeau souvent empoisonné pour les auteurs. Beaucoup d'auteurs disent que le prix ne leur a servi à rien. Si le prix Goncourt suscite encore la convoitise, son attribution peut être ressentie par certains lauréats comme une forme de cadeau empoisonné. 7 ans après avoir reçu le prix, Jean-Louis Bory écrit « La première conséquence du Goncourt a été de planter une date dans ma mémoire, comme une écharde. Depuis, je vieillis. Le Goncourt, c'est automatique, vous attire le grand public. Il vous aliène, c'est aussi automatique, les connaisseurs aux yeux de qui le Goncourt est une maladie assez honteuse, un peu dégoûtante, qui se tient entre le lupus et la blénorragie. Résultat, le grand public lit votre livre pour l'unique raison qu'il a eu le Goncourt, mais il ne lit pas vos livres suivants, pour la bonne raison qu'ils ne l'auront pas. Les connaisseurs ne liront pas votre livre parce qu'il a eu le Goncourt, et ne liront pas les suivants, parce que le premier a eu le Goncourt. Ceux qui profitent le plus des prix, en définitive, semblent être avant tout les éditeurs et les jurés. Parce que, ne nous y trompons pas,
les jurés ont une chose qu'ils doivent faire, et bien, c'est de faire attention que leur prix soit attaché à une certaine valeur, à un certain capital symbolique, pour que nous, simplement, nous soyons dupes de la valeur de ce prix, sans lequel les livres passeraient inaperçus, soi-disant. S'il n'a pas de prix, il n'est pas reconnu, ce qui est complètement faux. Il faut souligner que le jury Goncourt, comme la plupart des jurys, est un groupe qui ne produit rien, pas même de texte consacré à la réception, à la consécration, contrairement à l'Académie française. Ses seules tâches sont de nommer un lauréat et de remplacer les jurés disparus ou démissionnaires. En somme, les jurés ont un seul objet, veiller à la circulation du capital symbolique, celui qu'accorde le juré par son prix, celui qu'accorde le jury à de nouveaux membres et celui qu'accorde le public au jury et à ses choix. On revient donc ici à la question de production de la croyance, pour lequel nous vous renvoyons aux travaux de Bourdieu, etc. Et pour terminer sur cette comparaison très juste dans la même étude, la fonction des jurys au sein du champ littéraire peut être comparée à un comité d'administration pour les entreprises privées. Le jury est un comité d'administration qui gère un capital symbolique, celui du prix, dont la valeur globale est liée au palmarès, aux capitaux symboliques individuels des jurés et à la place dans le système général des prix et de la réception. Sauf que, au moins, les personnes des conseils d'administration dans le privé sont nommées par l'entreprise. Leur rôle est clair. Ici, les jurés sont autonomes et n'ont aucun garde-fou, aucun litige, aucun conflit d'intérêts qui ne peut leur être reproché. C'est pourquoi je rejoins personnellement l'avis de Jules Renard, dont j'étends même l'avis aux différents prix cités. L'Académie des Goncourt me paraît malade. Ça a l'air d'une maison de retraite pour vieux amis. La littérature s'en désintéressera. Que pourraient être ces prix? Tout cet argent, tout ce faire-valoir, ces mises en scène, ces cérémonies, comment est-ce que tout cela pourrait être plus intéressamment, intelligemment mis au service de la littérature? Il y a deux seuls prix auxquels j'accorde une certaine valeur aujourd'hui. Les prix des lycéens sont intéressants parce que ils ne se basent pas seulement sur la seule lecture des œuvres, mais ils sont accompagnés par leurs profs pendant 2 mois, il me semble, pour faire leur sélection. Ils débattent des œuvres, ils rencontrent les écrivains et ils font collectivement leur choix. Il est démocratique. J'ai rarement été déçue lorsque ça a motivé mon choix de lecture par les prix du Goncourt des lycéens. Il y a d'autres prix aussi, Fnac des lycéens, je ne sais pas si c'est le même. Mais que ce soit Guy Bollet ou David Diop, le prix Goncourt des lycéens, qui n'a aussi de Goncourt que le nom, parce que Goncourt a accepté de s'affilier à l'idée qu'a eue l'Académie de Rouen. Met en avant des auteurs qu'on ne voit pas assez sur la scène littéraire, en fait. Parce qu'il y a soit les prix des lycéens qui existent, soit les prix, comme je l'ai dit, donnés par des grabataires à d'autres grabataires, mais finalement, la catégorie 20, 25, 50 ans n'est pas du tout représentée. Et je trouve ça vraiment dommage parce qu'on est très nombreux et nombreuses à lire, mais en fait, on n'existe pas dans les jurés. C'est peut-être le maillon manquant parce que, en définitive, les livres qui circulent sur ces endroits, plateformes, ne sont pas du tout, ou quand même assez absents de ces différents prix, de ces différentes sélections. Pas entièrement, évidemment, mais il y a vraiment une vie des livres que je ne retrouve pas ailleurs, personnellement. Le prix qui fait vraiment tout bien pour moi, c'est le prix des libraires. Parce que déjà, ils se sont réinventés sur leur manière de fonctionner. Avant, ils étaient très affiliés au syndicat des libraires. Déjà, le jury sélectionne des écrivains qui n'ont pas encore reçu de prix majeur, justement pour laisser la place aux nouveaux arrivants. Et ensuite, ils ont fait évoluer les règles, comme je l'ai dit, et n'importe quel libraire indépendant peut s'inscrire pour avoir un droit de vote. C'est un prix vraiment démocratique au sein de la profession. Le jury, aujourd'hui, il est composé de 11 personnes, dont 7 femmes, relativement jeunes, surtout par rapport au juré dont je parlais. Et celui que je trouve aussi vraiment intéressant, alors qui aujourd'hui s'est détaché quand même du prix des libraires, c'est le prix mémorable. Parce que dans tous ces prix, il y a la notion d'immédiateté du livre. Un livre sort une année, il va être récompensé la même année. Ça fait un peu une course un peu essoufflante, que ce soit pour nous lecteurs comme pour les auteurs, de s'inscrire vraiment dans l'année en cours. Le prix mémorable récompense soit des auteurs qui sont oubliés, soit des auteurs étrangers qui n'ont pas vraiment percé en France. Et
change la manière de voir ces prix, parce que dans ce cas-là, le prix va vraiment s'inscrire et renouer avec la dimension du temps long de la littérature. On n'est plus seulement dans l'immédiateté de l'année donnée. Et ça encourage, à mon sens, vraiment la reconnaissance de la création littéraire pour ce qu'elle est. On n'est plus dans une dimension de productivité. Il n'y a pas une institution capable de décerner de manière démocratique et indépendante des prix littéraires représentatifs. Car derrière ces prix, ce qu'ils représentent ou ce qu'ils sont censés représenter m'interroge. Je suis beaucoup plus partisane personnellement des récompenses ou des engagements financiers ou autres pour les auteurs qui, selon moi, devraient arriver bien plus tôt. Pourquoi sacraliser un auteur tel que Daniel Pénac, qui n'a plus rien à prouver en fait, si ce n'est encore une fois pour asseoir la valeur du prix est beaucoup plus que celle de l'écrivain. Des écrivains dont les carrières sont faites, dont la reconnaissance par leur pairs est déjà acquise, par leurs lecteurs, par leurs engagements, le prix ne leur sert à rien. Je suis pour la dissolution de ces prix, de ces jurés, pour une réinvention totale des institutions littéraires, de ces espaces, de ces paroles. Un prix n'est rien d'autre que du marketing pour moi, pour servir à la fois un ego, plusieurs égos, et des intérêts financiers. Le monde littéraire, et c'est triste, ne sait pas se réinventer depuis des années. Alors les écrivains regrettent l'absence des clubs, de la vie sociale bouillonnante d'époque aujourd'hui révolue. Et ils vont souvent justifier l'existence des jurés de prix littéraires comme un moyen de retrouver cette sociabilité entre eux. Mais très bien, mais vous n'avez pas besoin de faire un prix et de bénéficier de l'argent public, de l'argent privé pour ça. Mais regardez ces fondations, ces associations, ces institutions, ces jurés de grabataires dont les genoux tremblent, incapables de se remettre en question. Ça suffit. Le pire prix, celui qui ne devrait pas exister, je l'ai déjà dit, c'est le Renaudot. Il aurait dû avoir le bon goût, la décence morale de s'autodissoudre ou au moins de se remettre absolument en question. Et c'est pour ça que même si j'applaudis Jérôme Garcin, pourquoi n'a-t-il pas démissionné en 2013 quand le prix de l'essai a été donné à un pédophile? Pourquoi a-t-il attendu qu'il y ait ce scandale pour démissionner? Ce qui me fait dire qu'aujourd'hui, je n'ai aucun espoir que quoi que ce soit change. Eh bien, ce que je vais faire maintenant, à partir de maintenant, dans mes vidéos, c'est arrêter de dire si un livre a reçu tel ou tel prix, que ce soit les 5 prix mentionnés dans cette vidéo, ou aussi le prix Nobel. Parce que ça ne doit pas être un critère d'attribution d'une œuvre, et je ne veux pas que ma valeur, ma recommandation ou mon point de vue sur un livre soit associé ou dissocié justement d'un prix. Cette vidéo est maintenant terminée. Merci d'être allé jusqu'au bout. Je suis curieuse d'avoir votre avis sur est-ce que les prix influent et comment ils influent vos choix de lecture. Est-ce que vous avez des prix ou des distinctions qui pour vous semblent justes ou en dehors justement de ce milieu de l'entre-soi? En tout cas, sachez qu'il n'y a aucun conflit d'intérêt à vous abonner à ma chaîne. Ça vous permettra de suivre en direct l'actualité trépidante de Qu'est-ce qu'on lit et de suivre les nouvelles vidéos qui vont arriver. Je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite une belle journée, de belles lectures, que ce soit des lectures de prix ou pas. Allez, bye! Oh, j'ai oublié de dire salut la YouTuberie!